Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Vous ne connaissez ni son nom ni son visage, en revanche vous connaissez son travail. De Mojo, dont la chanson Lady Hear Me Tonight est devenue un tube planétaire, à des albums et remixes cultes, il compose également pour le cinéma et les séries. Bonjour Romain. Bonjour. Je te présente Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Alors je suis né à Boulogne-Billancourt et j'ai grandi jusqu'à ce jour à Paris, puis au Mexique, en Algérie, au Brésil, à Paris, en Écosse et à Paris. Tout ça sur une période de combien d'années? Alors, 45 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, mais on va considérer que le moment où tu grandissais était non seulement ton âge, mon mais enfance, ta taille aussi. Mon enfance. Écoute, j'ai grandi jusqu'à. Alors, je m'arrête où? Je m'arrête à 12 ans. Jusqu'à ce que tu rentres à Paris, peut-être. Ouais, voilà, je suis rentré en France la première fois, si à 15 ans. bien, parce que t'as fait... Ouais, non, mais voilà, mais l'avenir reste ouvert et tout le temps. Et en fait, voilà, donc j'ai grandi. En fait, t'es plus globetrotter que musicien, en fait. Ouais. Disons que j'ai passé mon enfance à l'étranger, enfin les 10 premières années de ma vie à Paris, et puis assez vite ensuite, comme mon père a été nommé pas ambassadeur mais diplomate il travaillait dans des ambassades et c'était des missions diplomatiques qui s'enchaînaient tous les 2 ans, grosso modo, parfois c'était un peu plus, parfois un peu moins. C'était une succession de pays et donc voilà, pour être plus clair, les 10 premières années à Paris et puis entre 10 ans et 16 ans une grosse parenthèse quoi à l'étranger, retour hagard en France avec ces deux croissances là quoi. Tu faisais l'école en français ou dans la langue du pays dans lequel t'étais? C'était en français. D'accord, donc au lycée français, enfin à l'école française du pays. Exactement. C'était en français, mais c'était pas la même, c'était pas le même bain phonologique partout. C'est-à-dire que par exemple en Algérie, tous les gens autour de moi parlaient français. J'ai pas appris l'arabe et j'avais pas à le faire. Au Brésil, personne parlait français en dehors du lycée, quoi, dans et du personnel de l'ambassade, etc. Voilà. Et donc, en fait, et précisément, justement, j'étais pas hyper fort dans le fait de rester dans cet entre-soi de fils de diplomate. Et du coup, oui, j'ai appris le portugais assez vite. Combien? C'était plus simple. C'est-à-dire? En quelques mois, je parlais portugais. Bon, et puis en plus, c'était l'adolescence, donc quoi de mieux qu'embrasser une langue pour se rebeller contre ses parents. Tu parles combien de langues aujourd'hui, couramment, à peu près? Pas beaucoup. Je parle français, anglais, portugais, et puis j'ai des notions d'espagnol et d'italien. Mais voilà. Bon, j'ai par contre beaucoup d'ambition. J'espère en apprendre plein. Est-ce que tu continues à voyager beaucoup? Alors, par la musique, oui. Mais physiquement,
pas trop. Non. J'ai passé mon permis ensuite il y a quelques temps, donc je fais pas mal de trajets en voiture. Et ensuite, j'aime pas prendre l'avion. C'est encore un truc dans lequel je suis pas hyper fort. J'aime pas prendre l'avion, du coup ça limite voilà, au niveau des déplacements à l'étranger. Et donc voilà, non, je suis plutôt parisien entre Paris, la Normandie et puis voilà, 2-3 destinations en France essentiellement. Comment naît ta passion pour la musique ? Comment naît ta passion pour la musique ? C'est tes parents qui te mettent au piano ou toi qui chope une guitare sur la plage de... c'est ça, en fait c'est hyper... En apprenant le portugais. Ouais, c'est toujours compliqué de prétendre savoir exactement ce qui fait qu'il y a une naissance, mais en tout cas ce que j'arrive à me rappeler séquentiellement, c'est le fait que on m'a mis donc au piano quand j'étais alors je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, je prenais des cours de piano classique. C'était bon, j'étais plutôt ça me plaisait assez de travailler, de déchiffrer les partitions etc. C'était du piano classique, c'était vraiment j'avais 5-6 ans, donc c'était pas des choses très 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 poussées, mais je sais qu'en termes de plaisir et d'appétence, les moments qui me plaisaient, c'était le temps après le déchiffrage à passer spontanément à poser mes doigts sur le clavier sensoriellement, chercher des couleurs, être dans des émotions. Ça, pour le coup, c'était une palette sonore qui me... Enfin, c'était... voilà, ça m'interpellait et plus que ça. Ensuite, j'ai pas poursuivi. Et puis à l'adolescence, donc autant couleur, pour le coup, j'avais tous les archétypes de l'ado rebelle. Je faisais du skateboard, j'écoutais du heavy metal, etc., avec mes groupes de rock et tout. Et l'idée, c'était, voilà, je voulais absolument avoir une guitare électrique pour bien emmerder mes parents comme il faut, faire du bruit, crier ma douleur de fils de diplomate. Et en fait, mes parents, mon père en particulier, m'a dit ok, d'accord, mais tu montres un peu patte blanche, tu commences par la guitare classique, tu montres que t'es capable avec une pelle et 3 cordes de faire des choses, et puis on verra la suite. Bon, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, et puis j'ai eu une guitare assez vite. Et puis là, ça a été ouais, effectivement, une découverte. Mais je crois la découverte de ce que j'attendais depuis toujours, quoi, une évidence. Ouais, une évidence. Et du coup, comme au Brésil, j'avais cours que le matin, j'avais, je sais pas, 13 ans à l'époque. J'avais cours, c'est pas mal d'ailleurs, j'avais cours entre 8h et 13h, ce qui faisait que l'après-midi, j'avais rien à faire. Donc c'était, il y avait du sport, mais c'était en gros 4-5 heures de guitare tous les jours. 7 jours sur 7 pendant 2 ans. T'acquiers Ce qui fait qu'en termes de dextérité, en termes de recherche, en termes voilà, sur plein de différents plans, t'as très 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 vite un niveau. Puis j'avais un prof qui était top, qui m'a donné un enseignement assez complet quand même. Il y avait de l'harmonie, il y avait des bases, il y avait de la théorie, il y avait pas mal de choses, et le travail de l'instrument, puis tout le temps que je passais à écouter Led Zeppelin, à écouter tous mes idoles, et je me rappelle que ce travail de main arrivé à certains moments à être totalement
délirant parce que je sais que parfois j'écoutais, je sais pas, tel plan de Jimmy Page, et je me disais mais attends, mais ça c'est un plan à moi ça. Je faisais tellement, je passais tellement de temps en fait à jouer avec ces enregistrements-là par-dessus que 5 heures passées en 5 minutes quoi. Est-ce que tu fais partie de... C'est un peu comme les tatouages, souvent quand on commence à mettre le doigt dans les guitares, on peut pas s'arrêter. Ouais. Ouais. T'as Oui, combien de guitares aujourd'hui? alors, mais pas que. Je suis un réformé un peu de ça. Voilà. Je suis comment dire, comme j'ai plus ces 5 heures par jour aujourd'hui, j'ai une approche qui est différente et du coup la guitarite aiguë qui a été quand même une affectation longue mais un peu passée, j'ai plus une approche de la composition maintenant, de la production et l'instrument est prolongement, tu vois, quelque chose mais qui est assujetti à mon intention de compositeur, de producteur, quoi. C'est pas, voilà, je suis pas finalement plus du tout fétichiste. Je suis plus panthéiste en fait. Je suis plus mystique dans mon approche de l'instrument. C'est-à-dire que si j'achète une vieille guitare. Par exemple, bon, déjà vieille parce que j'aime bien qu'il y ait des fantômes autour et tout. Et je vais avoir en 2 minutes, je vais savoir tout de suite si c'est... si vous correspondez. Voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est assez... Mais si tu veux, ça peut être un bout de chemin, ça peut être voilà, pendant quelques années. Je sais que je vais avoir tel instrument, que si je suis appelé par l'instrument, c'est que je vais avoir envie de faire des compos précises, qu'elles sont déjà quelque part là. C'est assez mystique en fait comme approche. Et une fois que cet échange-là, c'est aussi pour ça que je parle de fantôme, mais le plus tard possible, une fois que cet échange-là sera fait, pour le coup, je suis plus du tout dans le fétichisme de l'instrument, quoi. Quelles sont tes influences ? Et mes influences musicales, j'écoute de tout. J'écoute vraiment de tout. J'ai beaucoup écouté de rock, de blues, de jazz. Je dirais que le jazz, c'est un peu une boîte de Pandore. C'est un peu une manière de penser la musique qui est dynamique. Il y a un avant et un après. Avant le jazz, je pensais de manière statique, la musique. T'as une préconception, une composition, une intention, l'instrument et tu joues. C'est rigide, en fait. Tous les autres genres sont très rigides. Exactement. Enfin, structurés. Complètement. Donc, mais c'est pas du tout, tu vois, quand Glenn Gould joue Bach, c'est monacal, quoi. Enfin, tu vois, il voue sa vie à la musique et tout, et c'est impressionnant. Et ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de l'improvisation dans l'interprétation d'un musicien comme ça, mais c'est une autre approche. C'est vrai que le jazz, qui est la musique classique américaine, c'est une manière de concevoir de la pensée musicale en temps réel, et ça change ton approche, quoi. Il y a un avant, un après. Donc j'ai passé pas mal de temps dans le jazz, je dirais entre 20 ans et 30 ans, une dizaine d'années, à écouter vraiment que du jazz, à jouer que du jazz, pour me rendre compte qu'en termes d'idéal esthétique, de toute façon c'est tellement protéiforme qu'on peut pas parler d'idéal esthétique dans le jazz, mais je me suis rendu compte qu'en ce qui me concernait, l'apport, le mariage, c'était réellement ça, quoi, cette manière dynamique, vivante de penser et de produire de la pensée musicale. Quel est l'événement qui provoque ton retour en France dans tous ces mon voyages? père en avait marre de faire ces missions diplomatiques de les cocktails. T'es fils unique? Non, j'ai un frère. D'accord. Ouais, j'ai un frère. Plus jeune, plus...
Il a 40 ans, donc il a 41, donc il a 4 ans de moins que moi. Il est médecin, D'accord. chirurgien viscéral et il improvise aussi. En tout cas, effectivement, il est d'une certaine manière aussi manuel que toi. Exact. C'est intéressant. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Excuse-moi, je te coupe. Mais sur l'impro, je rigole qu'à moitié parce que déjà parce que je suis pas sur la table d'opération, et ensuite parce que on en a parlé de ça. Et c'est vrai que quand t'es dedans, quoi, que ce soit en musique ou je pense dans n'importe quel art, n'importe quelle chose que tu fais avec implication et tout, t'as pas si le ressenti va plus loin, quoi, est plus fort et va plus vite, et t'as pas le temps de penser à tes cours, ta théorie, tout ça, c'est finalement assez restreint. Il faut ressentir, quoi. Il faut ressentir les choses. C'est ça qui est plus, qui va plus loin, quoi. C'est aussi parce que t'as un tel niveau de maîtrise et d'automatisme. Oui, bien sûr. Du coup, tu peux te permettre d'improviser. En fait, littéralement. Enfin, c'est ce que disent les complètement, les comédiens. C'est ce que c'est qu'à un moment, t'es obligé. Oui, non, mais il faut tellement oublier. Maîtriser le geste que complètement. Ça te permet de l'oublier. Enfin, mais ça nécessite énormément de travail avant. Il faut oublier tout ça, l'instrument, le micro, la caméra. Je pense que c'est dans tous les arts. Hein, il faut, ouais, bien sûr. Et ça suppose un travail préalable, un quotidien, plein de choses. Alors, on a compris que tu jouais donc au moins du piano et de la guitare. Littéralement, t'as jamais passé le pas vers les platines, en fait? Non. J'ai un moment. Beaucoup parce qu'on a à peu près le même âge. Ouais. Sont passés justement du rock à l'électro, quoi, pour faire simple, ou ayant bifurqué vers le hip-hop. Mais en tout cas, il y a eu un moment où la matière électronique, la Roland ou les platines sont arrivées avec du sample, avec du... Ouais, complètement. C'est une culture qui est pas la mienne du tout, en fait. C'est pas du tout ma culture, et alors sur un plan technique, je suis totalement fasciné par le fait qu'il soit possible pour quelqu'un de synchroniser manuellement deux vinyles. Je trouve ça. Moi, je suis tellement dans l'un, tellement dans l'autre. Je suis tellement ensuite dans le décalage quand il arrive que il y a plus personne. Je suis incapable de l'impression d'avoir bu d'hiver, quoi. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Et une personne qui va savoir faire ça, voilà, en 2 secondes, va te caler 2 disques, et je trouve ça, mais vraiment, c'est incroyable. C'est ce que David Stepanov, qu'on a reçu ici, nous disait, c'est que lui ne serait jamais passé de l'autre côté. Oui, ouais. C'est-à-dire que littéralement, lui, il fait de la musique, avec la musique des autres, et il compose avec les émotions en plus du public qu'il a en live tous les soirs, en tout cas quasiment, parce qu'il il bosse, je sais pas, 250 dates par an, donc c'est pharaonique. c'est dingo. Mais lui, c'est vraiment l'inverse, c'est que il a jamais eu envie de passer le pas de l'autre côté, et ça lui va très bien comme ça et tout. C'est marrant. Bien sûr. Mais du coup, tu joues d'autres instruments? Ouais, je joue de la basse, et puis j'ai une approche de guitariste, donc de la basse. Je garde en tête que c'est une basse, c'est une guitare qui joue de la batterie, donc c'est vrai. Ça peut pas être aussi libre et volant qu'une guitare solo notamment. Ça doit rester rythmique. On parle de section rythmique pour définir la batterie, le couple basse-batterie, quoi. Et c'est impérieux parce que tu t'adresses à l'inconscient. Donc si c'est pas, il y a pas cette stabilité là, c'est pas possible. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup, pour être pas mal dans la réflexion, l'analyse et pour chercher ce qu'il y a souvent derrière les mots, au-delà des images, l'approche de la basse
qui va être cette toile de fond, ce discours absolument pas conscientisé, mais qui peut parfois passer en premier plan. Ça m'interpelle beaucoup. Et je pense que c'est peut-être l'instrument avec lequel je fais les choses les plus intéressantes. Juste rappeler quand même que Paul McCartney... Et il y a plein de compositeurs. Qui est quand même juste un des plus grands compositeurs. Alors, et bassiste. Ouais. Parce que, enfin... Donc, alors, sans me comparer du tout à ces génies-là, effectivement, c'est souvent l'instrument du compositeur, la basse. Parce que t'as le rythme, c'est le carrefour de... comme c'est la note qui est tout en bas, c'est aussi l'harmonie, c'est la portance, c'est en termes de structuration de la musique, il y a beaucoup de choses. Et puis comme en plus, c'est tout à l'inverse du discours conscientisé qu'est la mélodie, ce que tu fasses siffloter sous la douche, etc. Comme c'est à l'inverse, c'est en lien direct, c'est une dimension, c'est 2 balises, donc une dimension. Donc t'as un peu tout dans la basse, et c'est souvent... Sting, McCartney, enfin il y a souvent des grands artistes complets auxquels je me compare évidemment pas, mais qui sont également bassistes. Tu sors ton premier single en solo en 1998. Quelle rencontre provoque cette sortie ? Alors là, on parle de... Comment tu quittes ta chambre, quoi. Ouais. Que tu expliques à tes parents que c'est ta vocation et... Alors, j'avais continué le deal. Le deal, c'était d'avoir mon bac, puis d'essayer quand même de faire des études. Donc, j'ai fait une semaine à Assas et j'en suis fier. De n'en avoir fait qu'une ou d'avoir tenu. J'ai aussi fait quelques jours à Tolbiac, donc j'ai trouvé ça intéressant. Sociologiquement. Et là encore, franchement, si je suis un peu sérieux 2 secondes, je suis vraiment fasciné par les qualités d'autodiscipline que j'avais absolument pas, mais comment est-ce qu'un gosse de 19 ans peut s'assujettir à se réveiller le matin déjà. Ensuite, aller dans un amphi pour se casser des cours de je sais pas, enfin, une abstraction, un caractère théorique, je trouve ça complètement fascinant. Alors aujourd'hui, dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon business, dans tout ce que je fais, parce qu'il y a également une dimension de gestion, de droit, et je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais à 19 ans, j'étais absolument incapable de faire ça, quoi. Il fallait concrètement que je fasse de la musique, il fallait que je fasse mes trucs et tout. Donc voilà. J'ai fait j'ai fait une année dans une école de commerce, mais l'année a commencé par un échange universitaire. Donc c'est là que je suis allé en Écosse pour plusieurs mois. Je ne suis pas allé à la fac une seule fois. Je suis resté du coup dans ma chambre à faire de la musique. J'ai appris le billard. J'ai fait plein de choses chouettes. J'ai fait du tourisme aussi. Je me suis intéressé au whisky écossais. Et puis encore des distilleries. Voilà. De moi. Les Highlands et tout. Enfin, magnifique. La fac, par contre, non. Et puis j'ai commencé alors là, pour le coup, j'étais à fond dans tout ce qui était musique électronique, house music et tout, parce que le grand frère du batteur de mon groupe, Paul, donc son grand frère Guy Manuel avait démarré Daft Punk avec Thomas Bangalter. Et donc Paul Deomen Christo étant le petit frère et Guiman son grand frère. Et donc il y avait clairement une effervescence. Comment tu la rencontres voilà. Quand est-ce que vous montez le groupe? Parce que là, voilà. Alors on a raté oui, j'ai sauté un peu vite les étapes. Alors rentrée du Brésil et tout ça, j'arrive au lycée Carnot. Déjà, je
bon, il y a un peu un changement de géométrie entre l'école posée sur la plage, le collège, voilà, François Mitterrand au Brésil, et puis tu débarques au lycée Carnot, tu prends le métro le lundi matin déjà, et puis enfin ça fait déjà un choc. Je parlais plus bien français et tout, quoi. J'étais vraiment en décalage complet. Et puis par contre, un truc qui était sûr, c'était la musique, le rock, mes groupes de rock, etc., etc. Et donc du coup, je repère quoi, les chevelus comme moi à l'époque, et je me dis tiens, sympa, machin. On commence à parler de Metallica, de Megadeth, de Sepultura, de tous les groupes de heavy metal que j'aimais à l'époque, et toujours. Et puis on commence à faire des groupes, de la musique et tout. Je sais que la veille de mon bac de français, je jouais à la loco. J'avais pas dit à mes parents, j'avais prétexté, genre, je vais dormir chez un pote, je sais pas quoi. Et en fait, je faisais un concert à la loco avec mon groupe qui s'appelait Seven Tracks. Et dans ce groupe-là, j'ai eu 7 en français d'ailleurs. Et dans ce groupe-là, on a donc Paul était le batteur. Et puis voilà, on se faisait écouter nos trucs, on faisait de la musique ensemble et tout ça. Et puis un jour, il me dit Guy-Man, il a fait qui était fan de rock aussi à l'époque, comme Thomas, et il a fait un premier disque de une nouvelle musique, c'est de la house music, c'est de l'électro et tout. Et donc j'écoute ça et puis voilà, complètement fasciné. Et puis surtout, bon, alors évidemment par le génie musical des Daft, de Thomas et Guy-Man, ça c'est clair, et il y a ça en premier. Mais ce qui plus personnellement me germe en moi, c'est la fascination pour le fait d'avoir un enregistrement objectivé sur un support pro, quoi. Vraiment, c'est pas une cassette, si tu veux, avec un truc écrit au crayon, genre répète du jeudi soir, 2h du matin. C'est un disque avec un label, avec etc. Et je me dis, mais c'est dingue, Guy-Man, il a fait son truc, il a un disque et tout. Et c'était leur en plus. Et voilà. C'était leur label. Alors, ils avaient leur label et ils étaient signés chez Soma, donc qui est un label écossais, mais ils avaient effectivement leur label de production, et donc ils restaient producteurs de leur bande. Donc c'était vraiment un package, et à la fois, enfin je trouvais ça vraiment incroyable. Donc je me suis dit bon voilà, ça c'est vraiment top. Là c'était génial de voir cette effervescence aussi autour de cette nouvelle musique qui me plaisait plus que la techno, que je trouvais un peu impersonnelle, un peu froide, mais dans ces sonorités plus funk, il y avait quelque chose de plus chaud qui me plaisait plus, qui m'a interpellé plus. En fait, une dimension plus acoustique, musique plus acoustique que purement électro, même s'il y avait beaucoup d'électro dans la musique des Daft. Mais il y avait un alliage quand même, quelque chose qui était nouveau. Et donc voilà, j'ai commencé à faire de la musique avec Paul, et puis avec d'autres personnes de mon entourage. Alors à ce moment-là, j'étais plus dans l'école de commerce, j'avais intégré une école de musique qui s'appelait à l'époque l'American School of Modern Music, qui maintenant est scindée en deux. Il y a l'American School d'un côté et puis l'IMEP de l'autre, qui est globalement le collège de professeurs de l'American School qui a essaimé et créé son école. Et il y avait, en fait, pour moi, il y avait les deux temps. C'est-à-dire que d'un côté, je travaillais le jazz et la musique vivante, l'improvisation. Voilà, je reprenais des solos de Coltrane, de Charlie Parker, etc., etc. Et j'apprenais à improviser. De l'autre côté, il y avait cette musique électro ordonnancée, donc par un ordinateur, des synthétiseurs, etc., etc. Et j'étais assez fasciné par ces deux pans-là. Du coup, j'ai retrouvé
à l'American School quelqu'un donc qui s'appelle Yann Destagnol et que je connaissais un peu d'avant. Je lui dis, écoute, est-ce que ça te dit de faire de l'électro? Moi, j'ai un sampler à la maison, je fais des choses, je fais des compos. Est-ce que ça te dirait d'écouter un peu ce que je fais? Ça lui a bien plu, et puis assez vite, on a commencé à faire des choses tous les deux. Du coup, Yann qui est multi-instrumentiste, mais principalement guitariste. Non, il est vraiment. Oui, parce que vraiment les gens le connaissent plus sous le nom de Yann Destal. Exactement. Quand même. Exactement. C'est vrai qu'il accompagne beaucoup à la guitare. Il s'accompagne à la guitare effectivement dans ses concerts, mais alors pour le coup, c'est quelqu'un qui est tout aussi à l'aise au piano qu'à la guitare, à la batterie, au chant. Il est sinon omni, polyinstrumentiste, ouais, convaincant, ouais. Donc vous vous retrouvez à l'école. Voilà, on se retrouve à l'école et puis on fait à la maison. On fait des concerts, etc. Dans le cadre donc de l'American School, en fait, on avait de temps en temps et puis on joue ensemble, on fait des jams, on fait du jazz, on fait plein de choses. Et puis mais pas encore vos compos. Lui, il était d'ailleurs dans cette école-là, mais pas du tout dans, comment dire, il rejetait un petit peu le côté un peu élitiste qu'il peut y avoir dans le jazz parfois. Certaines personnes qui vont penser que c'est quelque chose de un peu supérieur, etc. Alors que c'est bien l'inverse. Et moi, j'étais à fond dans le truc, mais j'étais aussi intéressé par l'électro, quoi. Et surtout, ce que je voyais, c'est Thomas et Guy-Man qui faisaient leur truc, et je trouvais ça totalement fascinant de pouvoir court-circuiter finalement un label, de pas avoir à convaincre un DA, signer un contrat d'artiste, etc., et de pouvoir directement garder le pouvoir sur ta musique et ton économie, en fait. Donc t'as toujours été intéressé par l'économie même de la production? Non, c'était pas du après, tout. Ça c'est venu après. Ouais. Sur le tas. Ouais. C'est venu après. Au départ, même j'en avais franchement rien à faire. Ce qui est un confort, parce que bon, j'avais pas non plus cette urgence-là. Mais moi, mon Graal, c'était sortir un disque. Je voulais à tout prix sortir un disque parce que je trouvais ça totalement génial, et une réalisation. Et donc tu sors ce premier single en 98. Comment ça se passe? Alors donc j'avais arrêté Tolbiac, Assas, tout ça, école de commerce. J'étais dans ma musique, dans le jazz. Je faisais mon électro, et pour la partie électro, ce que je faisais, c'est que chez Paul, dans la chambre d'ailleurs de Guy Manuel qui avait quitté l'appartement familial, on avait installé un home studio. Donc on avait un petit home studio avec des enceintes, avec un ordinateur, avec des sampleurs, quelques synthés, des platines, il y avait les disques de Guy-Man, il y avait plein de trucs, et c'était une sorte de vivier, quoi, d'endroit un peu carrefour, dans lequel on avait tous les potes qui passaient, qui se faisaient écouter leurs trucs et tout, c'était assez génial. Et à un moment donné, comme club privé pour créateurs de musique. Ouais, non mais c'est ça. Et puis sachant que sont sortis juste et il y avait les parents qui rentraient. Il y avait les parents qui rentraient à 20h, et Didier notamment qui me regardait, sympa. En fait, je pense que voilà, les parents de Paul et Guy-Man étaient tellement cool. On les emmerdait quand même, enfin on emmerdait leurs voisins, enfin c'était quand même un truc de fou, hein, dans rue d'Ernaud, là dans le 17e, et ultra cool, ultra libre et tout. Et du coup, comme mes parents
Mon père, surtout, avait compris que je voulais vraiment faire de la musique, qu'il fallait se rendre à l'évidence. Et ben, un petit peu au pied du mur. Et puis, quand même, parce que ça compte à cet âge-là, de se foutre un petit peu aussi un peu la pression, sinon, voilà, il faut aussi se construire, trouver sa voie. Et je me suis dit, bon, je vais faire ça sérieusement, je vais pas me lever à 14h, passer... ok, je suis client de l'année Pizza Hut, ok, j'ai déjà plein de réalisations, mais on va quand même essayer de s'atteler à trouver un métier. Et du coup, je me levais, j'étais assez sérieux, et je me levais à 9h du matin, ou 9h30, j'étais rue d'Ernaude, et puis je faisais de la musique tous les jours, jusqu'à 20h, où les parents rentraient, et du coup, je rentrais à la maison. Mais ce qui fait que, de la même manière qu'au Brésil, en fait, il y avait un quotidien, il y avait une main, il y avait une dimension d'artisanat, et conséquemment, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y avait un oubli, c'est-à-dire que ton matos, tu l'allumes, t'es même pas conscient que tu l'allumes ou que tu l'éteins ou que tu fais ci ou ça, t'es juste en train de faire tes trucs, de rêver, quoi. Et c'est, à mon avis, ça qui est fondamental, cette unicité qui est hyper importante. Pourquoi ? Parce que tu fais tes trucs, tu fais une démo, un morceau par jour, quoi. À 19h, c'est plié. Alors, c'est des démos, c'est des morceaux qui sont pas totalement aboutis. Non, mais il y a des séquences. Par contre, mélodies, voilà, il y a quelque chose que tu mets en place, il y a un geste et tout. Et au bout de 3 mois, si t'as fait ça tous les jours, ça fait quand même des dizaines et des dizaines de démos qui sont stockées. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 mois, d'un coup, tu fais un morceau et tu dis, attends, mais ça, c'est quand même au-dessus du lot, quoi. Là, il s'est passé un truc. Alors, t'as pas encore l'alpha et l'oméga, tu sais pas exactement ce que c'est, mais tu sais que c'est beaucoup mieux. Et t'as compris certaines choses, t'as compris que t'as maturé inconsciemment des choses que tu recherches et tout. Et puis ce staccanoviste qu'est l'inconscient te rend son travail à un moment. D'accord. Et du coup, de manière pratique, c'est-à-dire que là, ok, voilà. Tu sors un morceau, c'est quoi ? Tu te démerdes tout seul pour aller chercher une usine de pressage ? Alors, donc Funk Legacy, donc c'était mon premier groupe. C'était avec, pour le coup, avec Davis Mouyal, et donc Paul, c'était le batteur de notre groupe de rock. Davis, c'était le chanteur, et donc Funk Legacy, c'est donc mon premier disque avec Davis Mouyal. Et c'est Davis qui connaissait un distributeur, quelqu'un qui avait un label à l'époque qui s'appelait Vertigo. Et qui nous a sorti, il nous a dit, ouais, j'adore, moi je vous sors le vinyle. Alors moi j'étais comme un fou, contrat, vinyle, génial. Alors c'était absolument pas genre jackpot, je me disais pas, je vais faire fortune et tout. Et puis de toute façon c'était quelques... 500 pièces. Alors le premier je m'en rappelle pas, mais je sais qu'en tout on en a vendu entre 5 et 10 000. Et pour un premier vinyle à l'époque, j'étais vraiment hyper content en fait de la portée que ça avait. Mais c'était déjà du funk électro. Et alors c'était de la house filtrée, ouais. Funk électro, house filtrée. Et donc le morceau s'appelait What You Gonna Do Baby, avec une phase B qui s'appelait Electronet, et c'était joué par tous les DJ prod que j'idolâtrais à l'époque. Donc succès d'estime, mais aussi par rapport à l'économie du vinyle à l'époque. Ouais, ça faisait 3 sous. Qui est pas aussi grande que ce qu'elle est maintenant. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon, c'est vrai, pour le coup, là, c'est fétichiste, je crois. Mais, c'était un beau premier disque. Donc, du coup, j'ai enchaîné ensuite sur d'autres choses. Et à l'école, tu retrouves Yann Destal. Et à l'école, je retrouve Yann. On se connaissait un petit peu d'avant, des répètes et tout.
groupe de rock et compagnie. Et puis je vois, je vois qu'il est pas dans tout le côté poussiéreux du jazz et tout, ça l'intéresse pas trop. Il est bien dans ce cursus musical, mais il a envie de faire autre chose. Moi, je sais que je m'épanouis beaucoup dans les cours et tout, le jazz, j'adore. Mais j'avais aussi envie de faire autre chose et puis de sortir quelque chose. Donc je lui fais écouter mes premières idées. Et puis là, tout de suite, oui, ça match complètement, quoi. On se comprend totalement. On parle la même langue. Autant. Voilà, on est différents sur plein d'aspects. Autant, je pense que à la production, ça match. Ah oui, non, c'est dingue. On se regarde, on sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enregistrer, ce qu'il faut. C'est complètement dingue. Comment est-ce que vous répartissez les rôles? Alors, c'était un petit peu on faisait un peu tout à deux. Et tout était pensé par nous deux, les mélodies, les accords, les instruments et tout. Mais de fait, les domaines dans lesquels j'étais plus à l'aise et du coup j'avais c'était plus moi qui prenais la main, c'était donc la production, l'enregistrement, les rythmiques. Pour certains morceaux, c'est moi qui les avais en premier. Pour d'autres, c'est Yann qui les avait en premier. Mais on assemblait ensuite tous les deux ça ensemble. Et Yann, lui, était plus sur les voix. Évidemment, là, sur Mojo, je chante pas du tout. Donc, il faisait le chant principal, il faisait les chœurs, il faisait les arrangements de voix aussi. Les textes, on les faisait à deux. Le travail des structures des chansons était fait par nous deux. Vous trouvez le nom à deux aussi? Ouais. Ça vient d'où? Ouais. Alors, le nom, on était assez... on voulait réellement trouver un nom, ça peut paraître bête, mais à nous, quoi. Vraiment quelque chose qui soit une identité... bon, c'est implicite, c'est tout le temps la démarche, mais je pense que c'était un réel besoin que d'avoir un nom qui soit saillant et qui ne rappelle rien de précis. Ce qui est le cas. Et en fait, Yann est totalement fan des Beatles. Moi, je suis un grand fan de blues. Et à un moment, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait ce mot, le mojo, qui était la sémantique blues, en fait, rock consacré. Mais qu'on retrouvait... qu'on écrit M-O-J-O. Exactement. Sans le D. Et donc on retrouve chez les Doors, les Beatles, dans le blues, etc. Et le fait d'avoir mis un D, ça a été une tonicisation, ça a été le fait de forcer... que les gens le lisent bien. Voilà. Forcer les Français à prononcer Mojo et non pas Mojo. C'était aussi la création d'un groupe, d'une marque aussi, entre guillemets. Et puis en plus, ça, on peut lire pas mal de choses. Il y a DJ, pour le coup, dedans. Donc M-O-D-J-O. Du coup, en fait, ça collait, c'était assez évident. On est parti là-dessus. Et l'image du logo, qui est-ce qui a eu l'idée? C'est toi ou... Alors ça, c'est Fabrice Destagnol, qui est le grand frère de Yann, et qui est graphiste, dessinateur, photographe. Et c'est lui qui nous faisait tout ce qui était visuel, pochette et compagnie. On a eu un moment, on travaillait avec Serge Nicolas, qui nous a fait tout le visuel de Chillin', donc le deuxième single de Mojo, et voilà. Bon, on est obligé d'aborder Lady.
Tout va bien. C'est votre... C'est votre... Oui. Ouais, bah, c'est le gros morceau. Ouais, et en même temps, votre plus grand cauchemar, finalement, parce que c'est très compliqué de démarrer avec un truc aussi gros, quoi. En fait. Ouais. C'est même... Alors, je dirais pas cauchemar, mais effectivement, ça pose des bases qui sont très, très, très complexes. Et encore, t'avais déjà eu le petit frisson de vendre 5 à 10 000 vinyles, d'avoir quelques dates et de savoir que des mecs que tu respectais vachement aimaient ta musique. Donc déjà, t'étais pas complètement dépourvu de de base. Comment... C'est quoi? C'est arrivé... Vous étiez en train de travailler directement sur un album où vous travailliez titre par titre et Lady est arrivé comme ça? Alors non, moi j'étais en train de bosser sur le travail du sample qui est donc le sample, c'est l'échantillon d'une œuvre préexistante qui s'appelle Soup for One de Chic, et j'avais isolé des passages de la guitare dans ce morceau qui me plaisait et que je déclenchais d'une certaine manière, et je réordonnançais le truc pour en faire une grille nouvelle. Donc une grille, c'est une séquence d'accords, une harmonie différente. Et donc j'avais un morceau qui était déjà là, j'avais quelque chose qui m'obsédait un petit peu. Je cherchais, j'étais vraiment dans une recherche avec cet ordonnancement de séquences. Je me disais qu'il y avait quelque chose de très 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 fort émotionnellement qu'il fallait que je creuse. Et du coup, je vois un peu ça comme une sorte de travail de poterie, comme le fait de forger quelque chose comme une matière brute, que je voulais régulariser, à laquelle je voulais donner une certaine forme, quoi. Et ça, ce travail, je travaillais sur ce titre-là, bah ça a duré 1 an. C'était vraiment quelque chose de long, quoi. Jusqu'au moment où j'avais une rythmique, où je travaillais sur d'autres morceaux, j'avais pas mal de productions en même temps, mais je revenais tout le temps à cette ébauche-là, et à un moment, j'avais même une basse qui était grosso modo la basse qu'on entend sur Lady. Et je l'avais fait écouter à Guy Manuel, donc le frère de Paul, un des deux Daft Punk, et Eric Chedeville. Ils avaient un label qui s'appelait Cri d'amour. C'était le label de house music d'un des deux Daft. Il y avait Roulé pour Thomas. Voilà, Roulé pour Thomas et Crida pour Guiman et Enrico. Et du coup, moi, j'étais tout le temps fourré à Crida avec Guiman et Enrico. Et à un moment, je leur fais écouter ça, je leur dis, bon, bah voilà. Et je sais qu'ils ont beaucoup hésité à le signer. Ils se sont dit, bon, bah, ça, c'est vraiment super, il faut qu'on le signe. Et en même temps, c'est dingue. Il y a un truc qu'ils trouvaient pas finalisé. Ils disaient, on le sort pas, qu'est-ce qu'on fait et tout. Alors moi j'étais complètement dégoûté, merde, putain, vas-y, sors-le. Et heureusement qu'ils l'ont pas signé, parce que voilà, je suis reparti au travail, et on a réinventé ça avec Yann. Un moment, je me suis réveillé un matin avec une mélodie en tête qui collait complètement sur la musique. Et là, c'en était trop. J'appelle Yann, je lui dis, bon, écoute, ramène-toi, il faut absolument que je te fasse écouter un truc. Et puis là, on a tout enregistré, il a fait les voix, l'arrangement des chœurs enfin, c'était tout en quelques heures. C'était hyper fluide, hyper complètement génial. On a fait les paroles très très vite aussi. Et donc voilà. Et alors, du coup, comment est-ce que le titre devient un tube mondial? Alors, c'est aussi ça qui est un peu magique, c'est que tu vois
le nombre de moments où ça aurait pu s'arrêter là, quand tu penses à ça, c'est vertigineux. Tu dis, bon, bah, voilà, déjà, qu'est-ce qui a fait que j'ai travaillé sur ce truc-là pendant 1 an? J'aurais pu... 20 000 fois, je me suis dit, bon, ça, je le laisse tomber, de toute façon, j'arrive pas. Enfin, tu vois, le titre aurait pu ne pas exister. Ensuite, il aurait pu être signé par Guy-Man et Rico. J'aurais été très content, mais bon, bref. C'était pas manifestement la destinée de ce titre. Et du coup, on arrive avec ça, on le finalise, on le fait avec Yann. On arrive à un morceau qui est voilà, très fort. On se dit, bon, bah, ça, c'est vraiment, vraiment top. Je sais pas si c'est Paul ou quelqu'un d'autre qui nous présente Hervé Borde, qui est un autre Carnotin, qu'on connaissait. C'est le grand frère de Renaud, un autre Carnotin aussi. Et qui est ingénieur du son, qui nous dit, bon, les mecs, c'est top, vous avez une super démo et tout, mais il faut quand même que ça sonne pro, quoi. Il faut qu'il y ait une patine, un arrangement, un mix en vrai. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur un arrangement. Et puis voilà, il est venu à la maison, il a installé son matos, donc des convertisseurs professionnels et tout. On a fait toutes les acquisitions des bandes qui étaient dans mon home studio. Et puis là, pendant quelques jours, on a mixé tout ça. On a mixé 2 autres titres qui étaient qu'on avait en cuisine, le 2e single de Mojo, Chillin', et le 3e, What I Mean. Tout ça avait été fait en quelques semaines, et on arrive sur 3 titres qui sont mixés avec un super son et tout. Et là, donc du coup, je demande à Paul, je lui dis, est-ce que t'as des contacts dans les maisons disques, est-ce que tu penses qu'on peut faire écouter ça? Il me fait, ouais, vas-y, tu peux peut-être essayer telle ou telle personne et tout. Et puis voilà, on a fait écouter à des gens chez Virgin, chez Sony, chez quelques maisons disques, et Universal, donc au sein du label Barclay, où là c'était complètement la rencontre aussi, quoi. C'est-à-dire que ils cherchaient Universal, c'était le début de l'explosion de la French Touch 1.0, et ils avaient pas leur artiste de French Touch, quoi, entre guillemets, là. C'était déjà Valérie qui était là? Il y avait aux éditions, alors le boss de Barclay, c'était Olivier Caillard. Oui, c'est ça. Olivier Caillard qui était le boss de Barclay, et puis notre DA, c'était Philippe Logier. Et puis ensuite, ouais, voilà, il y avait pas mal de gens autour, et en gros, voilà, explosion de la musique de Daft Punk. Bon, déjà, aura de la France un peu dans le monde. Il y avait la Coupe du Monde 98. Il y avait le Respect qui depuis voilà, 2 ans faisait péter l'électro dans le monde entier. Exactement. Donc il se passait vraiment quelque chose. Il y avait Cassius, Homer qui était déjà sorti, et Cassius aussi. Donc voilà, exactement. Et Universal, voyant tout ça, Universal, donc la grosse major, il y en a d'autres, mais c'est quand même la grosse major. À mon avis, ils avaient un peu dans l'idée de sortir aussi leur groupe électro. Et c'était une vraie rencontre, parce que nous on cherchait un label. BMG, donc c'était la seule maison qui avait personne. Il y avait une convergence d'intérêt, une rencontre, parce qu'en fait nous on cherchait un label, on arrivait avec un morceau qui était électro house, mais en même temps qui était crossover. Et Chris, il était chez East West, donc voilà. Et c'était crossover, c'était quand même plus pop que pas mal de. C'est-à-dire que vous êtes des musiciens, vous n'êtes pas des DJ. Alors. Oui, voilà. Alors, il y a aucune condescendance dans ça, mais en termes culturels, évidemment que j'ai pas du tout là. Vous envoyer en DJ set même. Voilà. Non mais complètement. C'est un vrai sujet. Et donc la question se pose pas. Des gens comme Kraftwerk, comme tu vois, Dépêche Mode, enfin des gens qui sont voilà, il y a des génies de la musique qui savent pas appuyer sur un do, sur un clavier. Par contre, qui font des choses totalement
transcendante avec un séquenceur, avec des câbles, enfin bref. Et donc c'est une évidence que nous, en tout cas, on n'était pas du tout issus de cette culture-là, mais qu'on était embarqué dans cette effervescence, dans cette époque, dans ça, et qu'il y avait, oui, une esthétique qu'on empruntait, mais il y avait un ADN d'instrumentiste et de musicien plus classique. Et comment est-ce que vous devenez numéro 1 dans 30 pays comme ça d'un coup, Universal sur le disque et hop, ça y est, tu dépasses Madonna, elle est reléguée à la 2e place. Littéralement, il y a une décision. Vous êtes signé en France, qui est un territoire important, mais l'Universal appartient à des Américains, et si tu veux devenir numéro 1 mondial, vaut mieux d'avoir été signé soit à New York, soit à LA. Comment, en tout cas, ou en Angleterre, qui est la passerelle de l'Europe pour l'électro et tout. Potentiellement, mais du coup, mais oui, évidemment, il y a un courant à remonter ensuite, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une réelle rencontre. On arrive avec quelque chose. Je pense que voilà, entre Philippe Logier, qui connaissait hyper bien cette culture-là, parce que lui était à fond house music. Barclay, qui était Universal, mais qui restait quand même une maison d'artistes. Voilà, et il y avait cette ombrelle, cette dimension symboliste qui me parlait. On n'était pas juste, tu vois, des chiffres ou de machin. Il y avait une élite au sens totalement vertueux et vrai sens noble du terme, en fait. Des gens qui étaient issus d'un métier, et donc ça c'était top, plus oui la capacité d'action à l'étage au-dessus d'Universal, vu que c'est Universal, donc quand il fallait embrayer sur de la promo, sur tout ça, donc vous avez quand même commencé que par la France au départ. Ce qui s'est passé en fait dans toute cette rencontre là, qui sur le papier était parfaite, eh ben c'est pas que rationnel, parce qu'en fait personne n'a compris ce qui s'est passé. Même Universal, ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. C'était vraiment un train dans lequel tout le monde, y compris eux, embarquait. Et on se disait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Moi, en fait, c'était une succession de news dans mon monde qui était toutes plus incommensurables les unes que les autres. Et je me disais, mais attends, c'est dingue, là, on vient de signer une licence, c'est complètement incroyable, avec Barclay, avec Universal. Et je me disais, mais ça se trouve, on va vendre 50 000 disques, là. Je sais pas si tu te rends compte, mon coco, mais ça va être un gros truc. Et donc, ils font presser des vinyles. Et ils envoient ça à tous les DJ un peu partout sur Terre. Les retours, à l'époque, c'était des fax. Donc fax qui arrive, et tu voyais les retours, c'était... En fait, t'envoyais des presses promo aux DJ en échange d'un retour de leur part, soit sur papier libre qui était joint avec le vinyle promo, soit par retour de fax à l'international. Mais globalement, c'est comme ça que la promo de DJ Buzz et autres... Les DJ avaient les derniers trucs, et puis en même temps, ils donnaient leurs petits retours. Exactement. Comme ça, les majors, enfin les labels, savaient un peu comment pousser le truc, quoi faire et tout. Et du coup, c'était pas ouais, sympa, machin, c'était dithyrambique tout le temps, quoi. C'est du monde entier, c'était totalement unanime, et c'était tout le temps qu'est-ce qui se passe, je l'ai joué hier soir, les gens pètent les plombs, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et du coup, en fait, les portes s'ouvraient toutes seules. On avait des super opportunités pour faire des concerts. On a monté notre boîte. Alors on avait 21 ans, on était des gosses, quoi. On comprenait pas vraiment ce qui se passait, et
à la différence de Thomas et Guiman qui étaient vachement aguerris et accompagnés par le père de Thomas Daniel, dont c'était le métier et qui était un grand producteur et tout. Nous, on apprenait un peu à l'arrache, faut dire. Et faut monter une boîte, va falloir faire un clip, il faudrait qu'on trouve un manager. Mais finalement, cette naïveté-là, l'avoir impulsé un peu dans la machine, j'en suis hyper fier. Je trouve que c'est quelque chose de chouette d'avoir... alors c'est peut-être tout à fait personnel, mais ça me plaît assez. Et ça allait jusqu'à certains refus de faire telle interview qu'on voulait pas, parce qu'on le sentait pas, ou telle autre parce qu'on trouvait ça marrant. On n'était pas du tout... c'était vraiment amateur. Et du coup, Universal, ils savaient pas trop par quel bout nous prendre, parce que on était quand même signataire d'un contrat de licence, donc on était décisionnaire. C'était nous qui... À la différence du contrat d'artiste. Voilà. Et tu m'as dit que ça les rendait fous, du reste. Ouais, il y avait des moments où ils se disaient, mais attends, ils sont pas bien ceux-là. On vient de leur avoir telle opportunité de prime à la télé, pourquoi ils veulent pas? Bon, bref. Et donc, on fait notre truc. Ce qui se passait en termes de marché à l'époque, c'est qu'il y avait 3 marchés singles. La France, l'Angleterre et l'Allemagne. C'était grosso modo ça. Aux US, il n'y avait pas de single à l'époque. Et les espérances de vente, elles étaient là, mais c'était effectivement, il y avait sur le papier des handicaps. Quand on était français, on avait un single et puis deux autres singles qui étaient prêts, mais on n'avait pas encore d'album. On apprenait à faire un peu tout en même temps. On montait un groupe. D'ailleurs, notre groupe, c'était du live, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai batteur, il y avait un bassiste, etc. Il y avait même des versions acoustiques qu'on faisait avec des clarinettes et tout ça. Et donc du coup, si tu veux, que ce soit les émissions de télé ou alors les salles de concert à qui on disait mais on a une super version acoustique avec des clarinettes. Les mecs, ils nous disaient, mais attendez, nous, on a des gens qui veulent voir des DJ. Donc comment on fait? Et ça, c'est aller assez loin. Tu as eu besoin de ce fait, j'imagine, de voyager pas mal pour pouvoir aller dans tous les pays où tu étais réclamé? Oui, alors il y a eu beaucoup de déplacements pour des concerts, pour des interviews. À chaque fois qu'il y avait une sortie, que ce soit pour Lady, pour Chillin, ou pour l'album, ou pour aller faire de la promo locale. Pour aller faire de la promo, voilà, c'était avion. Et je me rappelle qu'il y avait des moments où on prenait 2 avions dans la journée, le matin pour aller au Portugal, ensuite à Zurich, ensuite en Suède, ensuite à Istanbul. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et c'était un petit peu la question se posait pas. Il fallait absolument accompagner ce succès-là. C'était une évidence. Mais du haut de ma vingtaine d'années, de notre méconnaissance du circuit, de plein de choses, comment se passe une interview. Bon là, on arrive, on est sur telle chaîne, on est en direct. Il faut savoir aussi comment parler, je veux dire, c'est tout un apprentissage qui était fait. On faisait tout en même temps. Donc ça a été un peu, ça a été génial. Parfois un peu traumatisant quand même. Chaotique. Ouais. Et les rencontres, les acteurs que tu as rencontrés, les soirées auxquelles tu es allé, c'était assez, ça devait être assez hallucinant. Oui, parce que parfois j'avais l'impression d'être dans un monde. Je voyais bien que j'étais dans un monde qui n'était pas du tout le mien. Des soirées attendu partout et demandé partout, avec des paillettes dans tous les sens, et puis des tenants et aboutissants que je maîtrisais pas. En fait, il y a un truc, pour être clair, il y a un truc qui est très simple, c'est
quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, que j'admire beaucoup, et qui lui fait pas tous ces trucs-là. Et un jour, je l'ai entendu dire en interview que la télé, c'est très bien, mais il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir que c'est de la réclame. Et qu'en gros, ta guitare, elle a pas besoin d'être branchée. Et que t'y vas, et que tu fais juste le taf. Et le taf, c'est de te montrer, c'est d'être finalement le support de ton... T'es pas là pour faire un concert, forcément, t'es pas là pour être dans quelque chose qui va être nécessairement... Je dis pas que c'est une règle générale, mais comment dire, il y a une dimension d'image que j'appréhendais, que j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais c'est dingue, moi je suis musicien, je suis dans un monde de notes, de musique, de composition qui est finalement assez intellectuel. Et en fait, on est en plein théâtre. Et ça, à certains moments, quand je me retrouvais dans des endroits où il y avait l'humain en premier, où ça me parlait, où c'était chouette, bah j'étais très content. Mais dès qu'on était sur quelque chose de trop artificiel, qui était trop une vitrine, ça m'allait pas du tout. Et bon, c'est rien encore par rapport à la place que l'image, qui est quelque chose d'assez faible, a pris aujourd'hui dans la société. Donc voilà. Le titre continue toujours à fasciner. On trouve des récents tutos pour apprendre à sampler le morceau de Chic et le transformer en Lady. C'est devenu une référence. Il a été samplé à son tour par Orelsan en 2011, Austin Mahone en 2016, Red One en 2017 et plus récemment ADF Samsky. Est-ce que c'est l'arroseur arrosé finalement ? Ouais. Ouais, c'est un petit peu une mise en abîme et c'est rigolo. Mais ça montre aussi qu'il y a une transmutation et qu'il y a un passage d'un état à un autre, que un sample. Des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais Lady, l'original, c'est. Mais non, il n'y a pas d'original. Lady, c'est Lady. Soup for One, c'est une autre œuvre. Et le contrat, qui est la naissance formelle, officielle d'une œuvre, formelle, hein, je répète, et ben, le dit très clairement, on parle d'un protocole transactionnel qui incorpore une œuvre préexistante, dans une œuvre nouvelle. Donc ça, c'est très, 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 très clair. Lady, c'est Lady, Soup for One aussi. Et quand d'autres artistes samplent Lady, ils samplent Lady. Donc il y a à la fois un support de création. Parfois on dit oui, c'est parole ou musique. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il faut boire un petit verre ou fumer un pétard ? Bon, c'est chacun la compréhension de ce qui va l'amener à créer quelque chose, à ajouter une valeur, mais les idées et les inspirations, elles sont c'est un torrent perpétuel pour tout le monde. Tu es également intervenu en tant que producteur, remixeur ou ingé son pour de nombreux artistes. On en a sélectionné 3. Il y a d'abord Mylène Farmer. Tu as remixé California, So Sexy, le ciel de Californie. Mm-hmm. Tu as fait ça avec Roman, c'est ça ? Ouais, Romain CO, nom d'artiste Roman, ouais. Et comment est-ce que tu l'as rencontré ? Alors Romain, on était les deux guitaristes concurrents au lycée Carnot, en fait. On avait 17 ans, voilà. Et c'est pas un lycée, c'est une école de musique. Et on jouait à faire le mec modeste, genre ouais non mais de toute façon t'es meilleur que moi, hein, je le sais bien. Et par contre regarde tel solo que j'ai appris hier soir. Et en fait c'était marrant. Romain c'était mon pote de skateboard et de concours de solo de guitare héros.
Et puis oui, il a fait de l'électro avec Paul. Ils ont fait un groupe qui s'appelait Buffalo Bunch, signé sur le label Scratché. Donc c'est le label petit frère de Rouler. Et puis donc voilà, Romain c'est un ami d'enfance. On a appris la guitare, la musique, le rock et aussi un peu l'électro. D'accord. Ensemble, c'est parce que t'étais chez Universal, toi, que t'as eu les connexions. Alors oui, on avait je connaissais quelqu'un qui. Parce que pour le coup, Mylène Farmer est chez Mercury. Ouais. Qui est le label des gros trucs, des voilà, monstres. Voilà, exactement. Et donc c'est quelqu'un qui s'appelle Romain Billars. Qui a bossé chez Universal et qui a bossé pour plein de gros artistes, Mylène Farmer, Stromae, Feist. Il a fait plein de trucs et à un moment donné, il m'appelle, il me dit mais est-ce que tu voudrais remixer Mylène Farmer? Ouais, avec plaisir. Et voilà, c'est fait comme ça. Peur. Même pas peur, non. Non, mais c'est absolument pas tes influences, c'est absolument pas qu'est-ce qui fait que tu dis oui aussi facilement. Ouais, alors là, c'est très clair, il y a une dimension ludique dans le remix. Bon, c'est une intention marketing, hein. Le remix, c'est du marketing. L'idée, c'est d'étendre à un autre marché, voilà. Et pour moi, c'était une manière de travailler en quelques jours avec beaucoup d'effervescence sur quelque chose en me disant. Travailler avec elle à ce moment-là ou Boutonna ou vous êtes tous les deux? Non, c'est juste Romain et moi. C'était, on n'a pas eu la chance de la rencontrer, ce qui est quand même assez souvent le cas quand tu fais un remix. Hein, on t'envoie les bandes et puis voilà. Parfois tu rencontres l'artiste. Par exemple. J'avais remixé Salif Keita et je l'ai rencontré, il est passé au studio. J'ai remixé Shaggy aussi, mais je l'ai pas rencontré. Donc c'est divers. C'est divers. Il y a eu forcément Daft Punk, puisque vous connaissiez d'avant. Qu'est-ce que tu as fait avec eux? Alors, j'ai jamais fait de musique avec Daft Punk, mais j'ai fait de la musique avec Guy Manuel, donc un des deux membre des Daft. Thomas a toujours été là pour partager son savoir, que ce soit dans le domaine de l'utilisation de machines, de synthétiseurs, d'appareils, de production. Ce que peu de gens savent, c'est que ah oui, totalement génial. C'est un vrai ingénieur au sens il a des machines. Ah oui, complètement. Il les collectionne. Il a une vraie pensée scientifique pour le coup. Il a vraiment une pensée très 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 discursive et hyper vraiment quelqu'un de brillant, c'est certain. Et autant Guy-Man, lui c'est quelqu'un qui est pas du tout connecté à toute la technique du studio. Ça l'intéresse et tout, mais c'est moins son génie, je dirais. Lui c'est vraiment une sorte de génie émotionnel et il a une culture musicale immense. Et surtout, ce qui est hyper intéressant et assez important pour un artiste, il a une subjectivité qui est complètement dingue. Ce qui est même déroutante parce que c'est pas la démocratie participative tout le temps. Et en fait, je dis ça. Je parle pas humainement, c'est quelqu'un de super humainement, mais en studio, il va savoir tout de suite ce qu'il veut. Il va dire bon bah ça c'est bien, ça c'est pourri. Et toi t'es là genre mais attends mais comment tu peux être aussi tranché? Par exemple, on a effectivement bossé ensemble. On a fait studio commun avec Guy-Man et Rico, donc son associé dans le label Cri d'Amour. Après Cri d'Amour, on avait un studio ensemble, Avenue des Ternes, pendant plusieurs années. Et on a effectivement bossé sur l'album de Sébastien Tellier, qui s'appelle Sexuality, qui est sorti en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Ça arrivait sur notre troisième sélection. C'était la troisième sélection. Ouais. Mais... Qui est une œuvre majeure, assez culte. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça a été un disque important. Là, c'est Guy-Man qui vient de chercher, en fait. Alors, c'est Rico et Guy-Man qui bossent ensemble depuis toujours.
Et on avait un studio commun, on commençait à bosser sur des trucs à moi, c'était Rico et moi surtout, et Guiman nous donnait un coup de main sur des rythmiques, sur des trucs comme ça, il passait au studio pour nous faire il est super fort avec les boîtes à rythme notamment. Et à un moment donné, Guiman nous dit, bon bah j'ai l'opportunité de produire un disque pour Sébastien Tellier, est-ce que ça vous dit ? Et puis on en parle, et puis on avait pas mal de projets en cours avec Rico, on bossait sur des trucs à moi, on bossait sur des remixes, on a tout mis sur pause, et puis on a embrayé sur Tellier. Effectivement, là, dans Tellier, alors t'as quand même un producteur, donc pas tant que ça, dictateur. En vrai. Non. Alors c'est pas ce que je dis, mais alors voilà, moi je suis pas. Le crédit représente pas je suis crédité comme ingénieur du son sur le disque, c'est totalement faux. Je suis coproducteur du disque et ce qui se passe, c'est que on fait un disque. Il y a un producteur principal qui est Guy Manuel, donc le directeur musical du projet, et 2 coproducteurs, 2 directeurs musicaux qui sont Rico et moi. Au tout début, pour reparler de la subjectivité chez Guiman, on écoute les démos de Seb, de Tellier, qui nous fait écouter ces trucs. Et une fois que Seb est plus là, d'ailleurs, en fait, on se retrouve tous les 3 en cuisine avec Guiman et Rico. On écoute ça. Et Guiman, parfois, je le vois, il fait bon, bah ça oui, ça non. Et avec Rico, on se regarde, genre, mais putain, il y a des trucs bien. Mais comme Rico avait beaucoup plus, je connaissais Guiman depuis assez longtemps, mais j'avais pas encore bossé avec vraiment lui. Vraiment travaillé avec lui, ouais. Voilà, j'avais pas encore côtoyé au quotidien comme ça sur des choix importants et tout. Et Rico me dit non, mais c'est bon, on fait ce qu'il dit. Limite, je t'expliquerai. Et en fait, te casse pas. Non, mais tu vois. Et en fait, moi, je fais bon, d'accord, mais parfois, je l'avais vraiment mauvaise. On parle par exemple de batterie de Tony Allen, voilà, un des plus grands batteurs. Ouais. Il y a lui et Catché. Sur la ritournelle d'ailleurs de Tellier. Donc voilà, Tony Allen, batteur de Fela et tout. Et il y avait des fois où il y avait sur certaines démos de Seb des batteries faites par Tony Allen qui étaient mais genre juste divines. Et j'écoute ça et je dis mais Rico, t'es sûr qu'on fout à la poubelle ça ? Il fait ouais, c'est comme ça. Et genre on discute pas. Hop, ok, poubelle. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai vu où il voulait en venir. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, on n'est pas là pour se faire des bisous. On n'est pas là pour savoir si chaque voix a été entendue ou si ça a été une belle aventure humaine. On est là pour faire un putain de disque. Et ça qui est hyper intéressant. Je pense que dans les cuisines d'un grand restaurant, c'est pareil. Je pense que t'es commis, t'es machin. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Le boss. Ou pareil, si t'es Christophe Colomb et tu dis on va là, bah il faut qu'il y en ait qu'un qui trace la route. Et ensuite, il y a un responsable aussi, on le fout à l'eau ou pas. mais c'est hyper intéressant parce que cette subjectivité-là, elle est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on est venu le chercher, en fait. Bah voilà. Quand même. Bah bien sûr. Et puis petit à petit, je voyais, j'ai vraiment beaucoup appris. Comment le disque sanglait, en fait. Exactement. Et je me disais, mais attends, des trucs que je comprenais absolument pas 2 mois plus tôt, je me disais, mais en fait, il a complètement raison. Parce qu'en fait, il a une esthétique qui est bien précise en tête. Il sait exactement où il va, et c'est totalement tranché, quoi. Et il a tout à fait raison de pas faire de concessions, quoi. Voilà. Sinon, c'est un touche-à-tout de talent. Tu as signé plusieurs BO de séries et de films. Ouais. Parmi toutes ces compositions, nous en avons relevé une en particulier, puisqu'en fait, le directeur de casting du film Barbecue, Nicolas Ronqui, était à ta place il y a quelques semaines. Ah, ici. rigolo. Comment rencontres-tu Eric Laven, réalisateur du film ? Oui, alors après l'aventure Rico Guiman, je fais de la musique pendant plusieurs années avec un autre ami d'enfance qui s'appelle Grégory Louis, qui avait un groupe qui s'appelait Eulade. Enfin bref, tout ça, c'est toute la bande
Carnot, 17e et tout. Et Greg la bande connaît à bien Cyril Bodin aussi, donc, et la bande à Cyril ça, Bodin, exactement. Et Greg et Cyril ont un groupe ensemble. Amen Birdman. Bon. Et donc voilà. Et je suis. Cyril qu'on embrasse. Bah oui, grave. Et qui est très occupé en ce moment avec le bus. De moins en moins. Mais alors, ça, on se rapproche de la fin. C'est la dernière ligne droite et il est à fond. Hein. Mais bon, on verra bien. Mais moi, si j'étais le propriétaire des murs, je ferais renaître ce lieu qui ne peut pas disparaître. Mais bon, il verra. Et comment dire, avec donc Grégory. Greg, on fait de la musique, on fait des prods, on fait des remixes, on répond à des demandes soit de maisons de disques, soit de groupes qui s'autoproduisent. On bosse au studio Marcadet à l'époque. Incroyable. Donc voilà, super studio. Là encore chargé quoi. Il y a juste la terre entière qui a bossé là-bas. Studio Marcadet, donc Gainsbourg, juste à l'entrée de la Plaine Saint-Denis des studios, ouais. monté et dirigé par Georges Blumenfeld. Par Georges Blum. Que j'embrasse. Bah oui. Oui, effectivement, le monde entier est passé, quoi. Ray Charles, Stevie Wonder, George Michael, alors Goldman, Berger, Véronique Sanson, Claude François, Gainsbourg, enfin tout le monde. Et donc voilà, donc on bosse dans ce studio là, on est dans un des deux gros studios. Et à un moment, Greg me dit qu'il connaît Eric Laven, donc ce réalisateur, pour qui il avait déjà fait une musique de film. Et puis voilà, on rencontre les producteurs, on commence à discuter. Et puis vraie rencontre aussi. Je pense qu'ils avaient un film qui était donc avec un gros casting et une comédie française. Hein, c'est un film très, choral. très chouette, mais c'est une comédie et je pense que même s'ils ont très beau casting et que le scénario est pas graveleux et pas non, je veux dire c'est pas non parce qu'il y a eu des sorties à l'époque aussi un peu voilà et mais là encore peut-être que je devrais pas dire ça. Non mais c'est il y a un beau casting quand même. Il y a un beau casting, exactement. Et en réalité, on a apporté, je crois, une dimension musicale qui est assez chouette, une sorte d'étoffe. En fait, les producteurs étaient assez surpris, nous ont dit, mais il y a vraiment quelque chose de super chouette. Alors ensuite, l'idée c'est que ça reste une comédie, il faut que ça reste simple et efficace et léger. Ça peut pas être trop. Il y avait pas mal de fois où c'était pas facile pour moi parce que je voulais sur des scènes aller un peu trop dans des trucs un peu. Mais non, il faut coller au film quoi. Et t'as attendu que le film soit tourné pour pouvoir caler ta musique dessus, enfin créer dessus, ou c'était en parallèle? Alors j'ai pas une grosse expérience, mais de ce que je comprends, t'es un peu la dernière roue du carrosse et t'attends. Comment dire, c'est eux qui viennent te voir une fois que le film est terminé et qu'il leur faut la musique pour la veille. C'est plutôt dans ce sens-là que le mot attente, non, j'ai pas eu le temps d'attendre quoi que ce soit. À partir du moment où on a dit oui, ok, j'ai pas dormi pendant 2 mois, quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu t'es réparti les rôles avec Greg? Alors, c'était assez. Il y avait des morceaux, c'était lui qui avait complètement les rênes, et d'autres, c'était complètement moi. Voilà, c'était sorte d'évidence. On en parlait sur telle ou telle scène. Qu'est-ce que tu penses? Ok, ben moi j'imagine ça, j'imagine ci et tout. Et on se faisait écouter ça. Ensuite, on se retrouvait avec nos propositions devant l'équipe, réalisateur, producteur et comment ça s'appelle la société qui va aussi faire pas la distributeur, non, j'ai un trou, c'est une boîte qui fait en fait l'interface entre les labels
et l'équipe de prod pour placer aussi des titres existants. Ah oui, bien sûr. Tu vois, voilà. Et donc, on se retrouvait, on faisait nos propositions. Parfois, on avait des propositions qui étaient refusées, mais bon, assez généralement, c'était là, ouais, ça, ok, ça nous intéresse. Et donc, dès que c'était validé, en gros, on finalisait tel ou tel titre. J'ai trouvé ça hyper intéressant, super intéressant de découvrir une nouvelle manière de créer. Je trouve que avec des images, c'est simple, quoi. Tu sais tout de suite si Par contre, il y a un truc hyper intéressant aussi, c'est que c'est assez vertigineux, c'est-à-dire que tu te rends compte que la musique, c'est fondamental et que que t'as une responsabilité sur une même scène, avec une même séquence, avec un même texte, en fonction de ce que tu vas faire musicalement. Tu peux aller dans le pathos, tu peux aller dans un truc super sarcastique, tu peux aller dans un truc triste, ou alors un truc hilarant. Enfin, et au départ, tu dis, mais attends, t'as un peu l'impression d'être une sorte de grand architecte qui va faire plein de trucs et tout. C'est vraiment marrant. Mais ouais, l'émotion est pas la même. Sinon, quelle est ton actualité ces jours-ci? Alors, musicalement? Ouais. Ou pas. Je suis en train de travailler depuis quelques années et je suis en train d'avancer dans cette finalisation d'enregistrement pour un artiste qui s'appelle Dabi Touré, qui est un artiste qui a un très grand talent, qui est sénégalo-mauritanien, qui était signé sur le label Real World de Peter Gabriel et qui fait de la super musique. Et je bosse avec lui. On a la chance d'avoir Charlie Winston qui était également sur le label de Peter Gabriel, qui vient de monter à bord dans le projet. Charlie écrit tous les textes. Moi, je fais la plupart des compos. Dabi, c'est l'artiste principal sur le disque. Ça va être son disque. Dabi, c'est un peu comme Yann, quoi. Il joue un peu de tous les instruments. Et il chante super bien. Et donc, ça va être un beau disque. Ça va être blues. On va entendre, à mon avis, que ça vient d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est assez pop, en fait. C'est assez pop et même funk par moment. Et voilà, on a un titre qui est écrit par Maxime Le Forestier et un titre qui est coécrit par un artiste kurde et Dabi. Voilà. C'est bien, sympa. Ouais. Donc on a compris que Mojo avait explosé en vol. Ouais. Plus ou moins. Hein. Ouais. On a arrêté de faire de la musique en 2003, 2002, 2003. Est-ce que, vu le nombre de personnes que tu as croisées à Carnot, est-ce qu'il y a encore des gens, pas forcément de Carnot, que tu aimerais rencontrer ou que tu aurais aimé rencontrer parce qu'ils sont malheureusement décédés depuis, mais... Ouais, j'aurais adoré. Alors j'ai eu pas mal de studios j'ai bossé dans plusieurs studios d'enregistrement, mais à un moment j'en ai eu un qui m'a été fait par Jean-Pierre Lafont, qui est un grand acousticien. Et Jean-Pierre m'a dit il y a quelque temps, il faut que je l'appelle d'ailleurs parce que il faut qu'on se fasse une bouffe. Et il m'a dit il y a quelque temps, il faut que tu passes, il faut que tu... Alors, c'est con, hein, parce que il faut que je prenne ma voiture et que j'aille à 1 heure de Paris, mais c'est le genre de truc, tu sais, qui te fait vachement envie, mais que tu fais pas parce que t'es happé par ton quotidien, parce que le temps passe, parce que t'as jamais le temps. Et au bout d'un moment, il me dit... c'est moi qui lui dis, on se parle en fait au téléphone, et puis il me dit que pour cette bouffe là qu'il me proposait, il aurait invité son ami Christophe. Et c'est après le décès de Christophe, et je me suis dit c'est con, j'aurais beaucoup aimé rencontrer Christophe. Ce que je veux surtout dire, c'est que
Parce qu'en fait, dans l'absolu, des artistes que je voudrais rencontrer, que j'aurais aimé rencontrer, c'est juste, juste des millions. Mais ce que je veux juste dire, c'est que le temps passe, et que c'est. On passe. Voilà. Y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie ? Ou pas, hein Peut-être le silence, tiens. D'accord. Bon, bah écoute, on te remercie d'être venu. On remercie Brief et on remercie également Michael Winter qui a signé le générique du podcast. Merci à vous. À bientôt. Romain. Merci. À bientôt. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.